Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à vous tous, merci de nous être fidèles, merci de nous retrouver comme chaque jeudi à 10h. Nous sommes ici en direct avec vous pour revenir sur l'actualité qui aura marqué la semaine. Autour de cette table, il y a Hassan Haddouche, bonjour. Journaliste spécialiste en économie. Vous avez compris, nous allons parler économie aujourd'hui. Aussi, il y a Saïd Jafar du Huffington Post. Il y a aussi El Qadi Hassan Maghreb Émergent. Bonjour. Et Abed Sharif, journaliste indépendant. Bonjour messieurs. Retour rapide sur l'actualité en un mot, une phrase, une image, une déclaration qui vous a marqué. Hassan. Peut-être celle de M. Benkoussa hier sur Radio M qui dit que qui se place à partir de Londres, si vous voulez, qui regarde, qui adopte un point de vue sur l'économie algérienne qui est celui de la city londonienne. Donc qui nous donne qui propose une analyse de structure, disons, de l'économie algérienne et de la façon dont elle est vue à l'étranger dans les milieux financiers internationaux. Bon. Un regard assez négatif, d'ailleurs. Plutôt, oui. Oui, ce qui justifie peut-être le sujet ce matin. Saïd. Alors, moi c'est le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie qui a... le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie qui a amendé l'ordre des menaces qui pèsent sur la Russie. D'habitude, c'est l'OTAN, le terrorisme. Ils y sont toujours. Et là, ils ajoutent le pétrole. Ouais. Pour rester dans le sujet, là encore. Oui, alors peut-être une information de ce matin. Les forces occidentales liguées contre Daesh disent qu'elles vont passer à une deuxième phase de la lutte contre Daesh, que ça a avancé, et que dans les mois qui viennent, elles vont s'attaquer aux deux capitales, Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, pour en finir avec l'État islamique. Le terrorisme, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure en deuxième partie. Abed. Une bonne nouvelle, il pleut. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Abed a attendu la dernière minute pour penser à son information. Bon. Comme Abed est très lié à la paysannerie, il a trouvé nous sommes tous sensibles à la pluviométrie. Là, il sent le vent qui tourne. Dommage encore une fois, on a le regret de constater une fois de plus qu'en politique, ça ne bouge pas, à part ce prix du Brent qui continue de dégringoler, de perdre de sa valeur. Les taux se resserrent. Jusqu'à quand ce gouvernement va-t-il résister au choc? La révision de la Constitution sera-t-elle l'occasion de mener un nouveau remaniement du gouvernement, un nouveau changement dans le gouvernement qui assumerait la véritable austérité? Pas celle-ci, la véritable, c'est-à-dire celle qui va arriver. Tout à l'heure, Hassan, tu parlais des déclarations de Benkoussa. Effectivement, tout laisse à penser que ça ne fait que commencer. Alors, doucement mais sûrement, la question, elle est d'abord politique, celle que je vous pose, et je crois que vous êtes tous unanimes à vouloir en parler ce matin. Est-ce que Ahmedou Yahya serait l'homme de l'austérité? En fait, on est dans une situation. Ahmedou Yahya n'est pas l'homme de l'austérité, c'est celui qui gérait l'austérité. Ahmedou Yahya, c'est plutôt c'est dans ce sens-là. De manière plus simple, c'est l'homme à tout faire. Il n'y a pas d'idéologie préconçue. Le problème, en réalité, n'est pas de trouver un Yahya, mais le problème, c'est de trouver un pouvoir qui a un cap, une vision et qui veut savoir ce qu'il fait. On peut mettre Yahya sans qu'il y ait une vision particulière et Yahya patogera autant que celle-là, à mon avis. Voilà. À mon avis, il faut juste rappeler le cadre dans lequel nous sommes. Le cadre dans lequel nous sommes, c'est le 4e mandat. On a choisi d'engager un président complètement invalide sur un pari politique de ce type en pensant avoir des leviers et du temps. Les leviers, c'est les réserves de change, c'est la possibilité de continuer à distribuer de la rente. Le temps, c'est un délai suffisant au cas où la conjoncture se retournait. C'est un peu cela, la construction du 4e mandat. On peut se permettre d'avoir Abdelaziz Bouteflika dans l'état où il est, comme président, dans une conjoncture économique qui était supposée se dégrader, mais lentement. Ce qui est en train de se passer, ce qui a fait chambouler le menu du CPP de ce matin, c'est que de semaine en semaine, nous sommes en train de sortir complètement de cette phase.
économique et politique. On en sort complètement. On est en train de rentrer dans une phase qui ressemble de plus en plus à la phase de l'urgence. Et il y a 6 mois, Hassan Hadouche aurait encore dit, et des invités de Radio 1, il y a encore du temps, il y a les réserves de change, il y a le FRR, on peut voir venir, on peut. On n'en sait plus rien. Aujourd'hui, on n'en sait plus rien. La baisse du prix du pétrole est allée trop loin pour permettre encore de faire des prévisions rationnelles, etc. Et quand on est dans une situation de ce type-là, quand on commence à agir sous le sceau de la panique, comme les places boursières hier et ce matin encore au Nikkei de Tokyo, baisse de 2,5-3%, évidemment, le parallèle politique, c'est de chercher quelqu'un comme Ouihia qui qui va gérer l'urgence. Voilà, qui va gérer l'urgence. C'est pour ça que j'imagine que tu as évoqué son nom. On va gérer l'urgence. L'économie de guerre. Moi, il y a 6 mois, je ne disais pas qu'on avait du temps. Moi, je disais, il y a 6 mois, il faut le faire, il faut y aller. Et ça ne fait pas 6 mois que je le dis. Bon, ça fait 20 ans que je le dis. Donc, je veux dire, aujourd'hui, effectivement, on est dans l'urgence. Bon, à mon avis, c'est toujours le même problème. J'ai un désaccord avec vous, en particulier avec Abed Charef et mon ami Jafar Saïd, sur l'analyse. Je pense pas. Encore une fois, je pense que vous regardez les choses de trop loin. Vous ne voyez pas suffisamment les nuances qu'il y a au sein du système, les courants, disons, antagonistes qui existent au sein de ce que vous appelez le système politique et économique, le système décisionnel algérien. Je pense qu'il y a 2 façons de sortir de la crise aujourd'hui, de l'urgence. Il y a une sortie par le haut et une sortie par le bas. La sortie par le bas, eh ben, elle est en gros identifiable par le type de politique que quelqu'un comme Ahmed Ouihia, qui a une idéologie, contrairement à ce que vous semblez penser, moi je pense qu'il a une idéologie, et c'est quelqu'un, disons en gros, pour simplifier, Ahmed Ouihia, c'est quelqu'un qui est capable d'anesthésier une société, qui est capable de mettre en sommeil un pays. Il est capable de mettre en sommeil l'économie, il a les moyens, il a les techniques, il a les instruments, il l'a déjà fait. Il est capable de faire ce que Blaïd Abdeslam en 1995 appelait l'économie de guerre dans une période comme celle-là, c'est-à-dire des instruments, des méthodes qui permettent à l'économie de fonctionner au ralenti. C'est-à-dire bloquer les importations, faire remonter toutes les décisions, disons, au niveau du gouvernement, centraliser toutes les décisions, contingenter tout, créer des visas et des autorisations partout, des comités partout, etc. Il peut le faire en économie, il est capable de le faire, il est capable de gérer. Oui, mais c'est fait à petite échelle aujourd'hui. À petite échelle, et il y a d'autres choses qui se font, qui vont dans l'autre sens aujourd'hui. Mais Ahmed Ouihia, lui, fait tout ça de façon systématique. Il est capable de le faire pendant 4 ou 5 ans en proposant aux décideurs, disons, de faire passer cette mauvaise passe. En proposant un marché de dupes, parce qu'à mon avis, mais il peut le faire aussi, je voudrais ajouter. Il a des instruments pour le faire en politique, aussi, il est capable de le faire en politique, il est capable de le faire avec la société civile, il sait le faire, il est capable de le faire avec la presse, il a les instruments, c'est lui qui a inventé le monopole de la publicité dans le secteur public. L'autre courant, c'est quoi l'autre courant? L'autre courant, la sortie par le haut, c'est un petit peu la démarche qui a été adoptée prudemment, trop timidement par le gouvernement Solal aujourd'hui, qui est illustrée par un certain... Oui, ça peut vous faire rire. Bon, ça peut... Alors, c'est la démarche qui consiste... c'est la démarche qui consiste à essayer d'ouvrir l'économie, à essayer d'encourager, à essayer de se débarrasser progressivement d'un certain nombre de verrous qui ont été posés sur l'économie algérienne depuis les dernières années. C'est, disons, une démarche d'ouverture, plus souple en matière de gestion des investissements internationaux, de gestion des IDE. C'est une démarche plus souple en matière d'encouragement de l'investissement national. C'est une démarche plus souple, disons, en matière plus rigoureuse, disons, en matière budgétaire, c'est-à-dire qui va essayer de diminuer les dépenses. C'est une démarche qui va amorcer les réformes nécessaires en matière de réforme du système de subvention. C'est une démarche qui va essayer aussi d'amorcer la privatisation d'une partie du secteur public. Pas d'accord. Non, mais voilà, quelle est la démarche? On va continuer en parler. Voilà, on pourra revenir en détail sur ça. Là où ça marche pas. Ça fait rire Abed Charef parce que Abed Charef regarde l'Algérie de la planète Mars. Et il nous répète depuis 25 ans. Non, mais là, il s'est un peu rapproché. Il va avoir l'occasion de toute façon de défendre le texte. Parler un peu. Le défaut de ton raisonnement, c'est de croire que Ouihia mène des politiques par lui-même. C'est pas vrai. Ouihia mène la politique qu'on lui demande de faire. Si on lui dira d'ouvrir, il va l'ouvrir. Il le fera, à mon avis, mieux que Sellal.
Voilà, contrairement à ce que tu Vous êtes penses. d'accord. Il le fera avec sans état d'âme, il le fera brutalement, sans état d'âme, il le fera de manière plus efficace que celle-là. qui est-ce qui va lui demander d'ouvrir ? Personne va lui demander d'ouvrir. Laisse-moi dire, il n'a pas d'idéologie particulière. C'est un homme qui est un homme à tout faire, un chargé de mission permanent. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas Yahya ou X. Le problème, c'est que le régime en entier ne sait pas quoi faire. Et c'est ça la vraie question. Peu importe. Alors, comment excuse-moi, je vais te donner la parole. Alors, comment est-ce que Yahya pourrait stopper l'hémorragie Est-ce que Yahya, par exemple, ferait la guerre à l'OPEP? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il serait capable de faire la guerre à Il ne l'OPEP? peut pas. Personne ne peut faire Attendez, la guerre à l'Arabie Saoudite, pas à l'OPEP. Pourquoi vous êtes en train de vendre l'idée Ouahia? On est parti sur Yahya parce C'est qu'on celui-là qui doit nous répondre. on est parti sur Yahya. Bon, il y en a qui trouvent que celle-là elle fait bien les choses, d'autres sont en train de vendre Ouahia. Moi, je comprends pas. Enfin, je voudrais savoir le pourquoi. Alors la question peut-être sur laquelle qu'on aurait pu poser si depuis j'ai le bien début. compris, les Est-ce choses sont que- difficiles. Ils ont besoin d'un homme à poil qui appliquerait quelque chose de manière brusque. Et voilà, c'est ça la Qui réponse. stopperait l'hémorragie? Voilà. Ça Qui serait stopperait parfait. l'hémorragie? Ça serait parfait parce que les généraux-majors qui sont en train de créer un grand chahut en sont à 92. Donc, avec Ouahia, on reviendrait à 94. On va refaire l'histoire de nouveau. On va refaire tout le 96, cheminement. 96. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur cette analyse. c'est- Bon, je veux dire, Yahya, c'est C'était absolument pas la solution. c'était une C'est boutade impasse, finalement. hein. On peut répondre. C'est une impasse. J'ai du mal Non, à mais sortir. répondre à la question d'Arab. d'en sortir. Pourquoi Ouahia? Non, Pourquoi Ouahia? Je peux répondre à la question Absolument, d'Arab. absolument. Bon, nous, au CPP, on traite l'actualité de la semaine. En général, les rumeurs, on n'en traite pas. Donc, on a refusé de traiter pendant plusieurs numéros de cette rumeur du départ de Sellal. Bon, on en parle cette semaine parce que ça devient plus pressant. Ça devient plus pressant parce que ça se complique, ça se corse. Et la short list des successeurs de Sellal, celle d'il y a 6 mois, n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a 6 mois, c'est Bouchouareb qui tenait le haut de la... On disait c'est Bouchouareb, il veut faire bouger les choses, etc. Bon, depuis, il semble que le soutien à Bouchouareb se soit un peu affaissé dans le giron présidentiel, notamment parce que Saïd Bouteflika a été obligé de faire un peu profil plus bas. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la déclaration du général Ben Hadid, mais il s'est fait plus discret et l'option Bouchouareb a reculé. L'urgence fait qu'aujourd'hui, celui qu'on a évoqué le plus ces 10 derniers jours, c'est Ahmed Yahya. Pourquoi? Parce qu'Ahmed Yahya, on dirait, les importations vont baisser beaucoup plus vite, il va savoir fermer, il va être efficace, comme l'explique très bien Saïd Jafar. Bon, à mon avis, il sera plus efficace dans ce type de scénario que dans celui d'ouverture, mais il est capable aussi de faire des choses brutalement dans les deux sens. Voilà. C'est la seule option qui te Il faut semble rappeler intéressante. qu'il a fait les choses brutalement dans le sens de la redistribution. En 2011, c'est lui qui était Premier ministre. Et c'est à lui qu'on doit la loi de finances la plus expansive de l'histoire de l'Algérie. Alors, c'est une option sérieuse pour toi. Passons un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne va pas faire une émission sur Yahya. J'aimerais quand même rappeler ces chiffres. On est à moins de $30 le baril. Le Sahara Blend a perdu 47% de sa valeur en 2015. Ça, c'est les chiffres de l'OPEP. On a produit 1 185 000 en décembre. En moyenne, ça fait 1 156 000 d'après les chiffres que j'ai lus. Alors, la vraie question que je posais depuis un bout de temps, qui à part Yahya, peut stopper l'hémorragie sur le marché énergétique? Je posais la question à l'instant sur le marché énergétique. Est-ce qu'on est encore en mesure de faire quelque chose? Non. Le marché énergétique, il y a une surproduction, tout simplement. Il y a une addition de production iranienne qui arrive sur le marché. Les prix vont au moins continuer jusqu'à fin 2016-2017 à être bas. Et on est toujours de plus en plus le scénario de la Morgan Stanley d'un baril à $20 qui paraissait farfelu il y a quelque temps, paraît aujourd'hui très sérieux, très envisageable. Il peut aller même au-delà de $20 C'est le pas Morgan baril. Stanley, c'est Hein? Goldman Sachs qui l'a fait. Goldman C'est Sachs, pardon. Bien, très bien. C'est la Goldman Mais Sachs. on a eu un invité cette semaine qui est quelqu'un d'intéressant puisqu'il travaille justement, c'est un trader, M. Benkoussa. Donc il nous a expliqué que lui-même, bien avant Goldman Sachs, c'est-à-dire Goldman Sachs c'est septembre 2015 les prévisions, lui en décembre 2014 il avait déjà expliqué que ça allait descendre autour de $30. Ouais, c'était relatif. Apparemment pour un certain nombre de personnes, disons, c'était relativement prévisible depuis assez longtemps. Il y avait des projections. Bon, alors sa prévision à lui, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de savoir qu'est-ce qu'il prévoit pour l'avenir. Lui nous dit que ça va pas descendre, ça va pas rester durablement à ces niveaux-là, au niveau actuel, en dessous de $30. Il dit que ça va probablement rebondir, peut-être pas tout de suite, peut-être pas au premier trimestre, mais ça va rebondir entre 40 et 50, disons,
en moyenne sur l'année. Voilà. Alors, si on bon. peut rien faire sur le marché énergétique, qu'est-ce qui reste? Quelles décisions courageuses on peut prendre et qui peut les prendre? C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Ah bah voilà, la situation s'accélère. on Comment commence à à faire du journalisme? on commence à poser les questions sérieuses. En fait, voilà. Les vraies questions sérieuses, c'est on quand est- Abed Sharif commence à parler, en général. Hein. En général. c'est la question Le reste n'a aucun intérêt. Le reste Non, n'a non, aucun non, intérêt. non, Non, mais moi, je vais passer un bon week-end parce que d'habitude, c'est Célèle qui raconte les blagues. Aujourd'hui, on dit que Célèle a la meilleure politique. Donc voilà, je vais passer un bon week-end. Mais On va parler de celle-là pour l'instant. On va- On parler que de Ah lui. non, s'il On vous n'a plaît, pas s'il vous évoqué plaît. du tout En, ça. en fait- réalité, il s'adore, Vas-y, il s'adore. vas-y, c'est- non. Il joue un rôle, je vous rassure. il y a, l'Algérie se retrouve dans une situation qu'elle a connue. Elle a apporté, quelles sont les bonnes réponses qu'elle a apportées, quelles sont les mauvaises réponses et quelles sont les bonnes réponses qu'elle peut apporter aujourd'hui. En fait, ce sont là les vraies questions. Ces questions-là, les méthodes traditionnelles avec lesquelles on a répondu visiblement n'ont pas donné de résultats. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc, on se retrouve bloqué. Visiblement, l'idée qui était vendue tout à l'heure, c'est Ouihia. Bon, bah, c'est une option possible. Pas uniquement possible, elle est probable. Elle est forte, c'est une option qui est forte. Et donc, on va apporter les mêmes mauvaises réponses aux mêmes questions qui se posent depuis 20 ans. C'était pas intéressant et maintenant il nous dit que c'est probable. Tu vois, il y a 5 minutes, il nous a dit que c'était pas intéressant, qu'il voyait pas pourquoi on en parlait. Maintenant, il nous dit que c'est Intéressant probable. et probable, c'est différent. Ouais, non, ouais. C'est Non, mais différent. d'une minute à l'autre, Alors, tu il faut changes voir- de il point faut de voir- vue. Non, attends. Il j'ai dit pas- pas on va qu'il essayer dit pas de qu'il est trouver de bons d'accord. Il côtés. dit pas qu'il est On d'accord. va essayer, on va Non, mais essayer de tu trouver. sais, c'est probable, ça veut On dire va que c'est essayer. sérieux. Il dit que c'est En fait, ce possible. qui se passe, on va essayer de trouver de bons côtés à cette situation. On va essayer de trouver de bons côtés. Même si, alors, il y a dans la société algérienne une partie des acteurs qui disent il faut que ça se casse la gueule pour que ça change. Ça existe dans l'opposition politique, y compris dans le monde des affaires. Il y a des chefs d'entreprise qui trouvent que tout est déformé par la rente et que si on n'a plus la rente, ça permet voilà, on passe à un régime de la méritocratie. Bien. Mais sauf que ce processus-là, il peut se faire si la transition se fait tranquillement. Avec ces prix du pétrole, c'est pas sûr que ça se fasse tranquillement. Oui, c'est vrai. Et tout le monde est inquiet. Et tout le monde est inquiet. Mais le temps que ça devienne dangereux, il y a peut-être une vraie inflexion qui peut se produire. Donc on peut espérer que, entre l'option du pire, revenir à Ahmed Yahya et à tout fermer ce qui s'y vient, ce sera surtout pour réduire partout, couper partout. Et puis une option qui, elle, est politiquement une option d'ouverture. Consulter l'opposition, refaire des élections anticipées. Aujourd'hui, politiquement, on est dans une situation où on devrait faire des élections législatives anticipées. On est dans une nouvelle période politique. Dès l'adoption de la Constitution, on devrait essayer de l'appliquer en avançant le calendrier électoral. Au mois de juin, au lieu de juin 2017, au mois de juin 2016, après 3 mois de vraie campagne électorale, avec tous les acteurs en lice, avec l'ouverture des médias, avec la possibilité de la réunion publique, etc., on passerait à une situation où on élargirait le consensus et on aurait demain un gouvernement plus légitime qui pourrait faire face Prendre à cette les situation. décisions. Il y a cette option aussi. Attends, il faut quand même se rendre compte de choses qui sont quand même assez simples. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans ces histoires. Il y a une différence entre gérer la crise et résoudre la crise. Ouihia, c'est une option possible pour gérer la crise et du point de vue du système, du régime politique algérien qui est bloqué sur un certain nombre de choses, c'est une vraie option. Mais ce n'est pas une solution à la crise, c'est évident. Donc, le choix de Ouihia, ça veut dire qu'on y reste. Voilà, Alors, indépendamment du changement de ces hommes, par exemple, il y a des choses, Sauf il y a que des choses le choix de intéressantes. Attends, Abed. le maintien de Abed. celle-là, ça veut dire qu'on Ça reste veut dans pas- la crise aussi. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est C'est ça le problème. aussi. Est-ce que on a vu par exemple la décision d'arrêter d'explorer le gaz de schiste? C'est une bonne décision, ça. Ça aurait dû être Non, fait de la c'est une non, décision c'est de pas une bonne décision. Pour quelle raison? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est une bonne Abed décision. soutient que c'est une option que l'Algérie aurait dû développer, etc. Sauf On en a plus qu'ils les sont moyens peut-être à ne aujourd'hui. pas regarder la réalité. Aux États-Unis, là où la productivité du schiste, du gaz est 9 fois supérieure à celle de l'Algérie, il commence à y avoir des faillites en série dans les opérateurs il va qui sont dans le secteur. Il va falloir Ils font avoir pas un mal. chronomètre pour qu'il y ait un temps de partage de la parole assez équitable. Vas-y, Non, prends-la. je suis désolé.
un État qui a peut-être des réserves de gaz de schiste importantes ne peut pas prendre une décision aussi importante parce que le baril a augmenté ou a baissé. On doit savoir ce qu'il y a dans ce sous-sol. Suspension. Suspendu. Il ne faut pas suspendre, il faut maintenir les travaux d'exploration de manière sérieuse, méthodique, rationnelle, pour connaître ce qu'il y a dans le sous-sol. Quand on sait que même les États-Unis explorent et vendent à perte, je vais reprendre. Attends, laisse-moi passer. Tu ne peux pas me couper. Tu ne peux pas me couper. Je t'ai pas coupé, tu as arrêté de parler. Non, je n'ai pas arrêté. Attends. C'est faux, chauffe. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Aux États-Unis, les États-Unis produisent 4 millions de barils de schiste par jour. 4 millions, vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est combien de fois la production algérienne? 8 fois. Non, 4 fois toute la production algérienne. Voilà. Un peu moins de 4 fois. Uniquement pour le schiste. Ils produisent 4 fois ce qu'on produit. Il faut se rendre compte de ce que c'est. On ne peut pas dire que c'est pas rentable. À l'heure actuelle. Mais attends, ne me coupe pas, s'il te plaît. Non, il faut qu'on avance. Non, j'ai pas envie d'avancer. On a un problème d'argent. Je comprends pas. Voilà. Il serait peut-être suicidaire aujourd'hui. C'est ce que tu es en train de lui dire. C'est qu'aux États-Unis, c'est pas l'État qui explore et qui exploite le gaz de schiste. C'est pas l'argent de l'État. Chez nous, c'est l'État. C'est un monopole d'État. Et tu penses que je comprends pas ça? Il se trouve qu'en Algérie, l'État n'a plus d'argent. Et ça, Abed Charef, il veut pas le comprendre. Il pense qu'il suffit de faire des élections pour avoir de l'argent. Ben non, il n'y a pas d'argent. Il suffit de changer le système politique pour avoir de l'argent. Ben non. Bon, on va revenir plus bas. On va revenir un peu plus bas. On va revenir un peu plus bas. Non, mais dès que tu portes la contradiction à Abed Charef, ça veut dire que tu descends plus bas. Tu vois. Non, il faut parler de choses que tu connais. Voilà, ces choses-là, tu les connais pas. On en a parlé avec des gens qui les connaissent bien et qui considèrent que c'est une C'est pour ça que j'évoquais le nom de Farid Alilet. Non, Farid Alilet évoquait. Soumaïla, je vais dire une chose. Vous partez sur une idée qui est fausse. Le coût du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Mais c'est pas. Oui. Attends. Habed, s'il te plaît. Non, quand même. Ce n'est pas le souci, c'est que ce n'est pas le sujet. La question, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les solutions aujourd'hui. Abed, tu veux bien revenir, s'il te plaît? Non. Ok. Alors il va prendre l'air et il revient. Tu nous l'as énervé, Hassan, c'est ta faute. C'est toi qui l'as énervé plus que moi. Bon, Farid Alilet, notre confrère, il y a quelques jours, avait dit. Nous sommes en train est-ce que nous allons continuer à produire à perte? C'est la question qui se pose aujourd'hui. La question qui se pose, qui se pose aujourd'hui en parlant de décisions courageuses. Alors, quelle décision courageuse on peut prendre? Celle-là, par exemple, de diminuer la production, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est plus rentable. C'est une bonne question. Il faut bien noter qu'il n'y a pas longtemps, au moment de la réunion du CNES de la rentrée sociale, il y avait de fortes pressions. Elles ont duré jusqu'à la fin de l'année, sur la direction de Sonatrach et sur la direction du secteur de l'énergie pour produire plus, pour tirer plus sur les gisements. Voilà, c'est l'expression qu'on utilise dans le secteur. Pour essayer de compenser par la quantité les pertes en valeur. Aujourd'hui, les prix sont tellement bas que ce serait insensé de poursuivre cet effort, de tirer plus. Voilà, donc en fait, la nouvelle situation fait que le coût est encore en dessous des $30. C'est-à-dire qu'on peut gagner une dizaine de dollars en continuant à exploiter du pétrole. Bon, une marge de $10 aujourd'hui, on est plus dans un modèle industriel que dans un modèle rentier. C'est plus suffisamment important pour parler de rente. Bien. Mais on ne tire pas du pétrole en Algérie à perte. Pas encore. À quel moment ça deviendra... en dessous des $20, on devrait se poser la question. Mais à ce moment-là, il y en a beaucoup qui seraient déjà morts dans l'industrie mondiale du pétrole. Oui, monsieur Attard, qui connaît bien la question, qui est un vrai spécialiste, lui, donc qui en parle en connaissance de cause, qui expliquait il y a 2 ou 3 jours sur la radio nationale, sur une chaîne de radio nationale, que à peu près la moitié de la production mondiale aujourd'hui de pétrole, dont le coût de production est au-dessus de $30. Donc, je veux dire, il n'est pas réaliste, il est impossible, si vous voulez, sur le long terme. Ça peut se produire ponctuellement pendant une semaine ou deux, pendant quelques mois. Mais sur une année entière, ce n'est pas possible que le prix du pétrole reste en moyenne à $30. D'ailleurs, je vous signale qu'en 2015, il n'a pas été à $30. Les derniers chiffres donnés par la Banque d'Algérie, c'est $56 sur les 9 premiers mois de l'année 2015. Donc, on peut avoir ponctuellement un pic, si vous voulez, de chute, mais je pense pas. C'est ce que nous disait M. Benkoussa, qui connaît un
un petit peu la question aussi, puisqu'il est trader à Londres. Donc, il nous dit, bon, il était manager de fonds, et il n'aimerait pas qu'on l'appelle trader. Il Ouais, n'a jamais non, été mais trader. manager de fonds, c'est différent. Oui, je dis ça pour aller vite, j'ai bien compris. Ouais, mais pas voilà, trader. bon, il nous dit, lui, ça va remonter autour de entre 40 et 50 $. Voilà. Bon, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne remontera pas à 80 $. Bon. Et ça, donc, ça veut dire, moi, c'est cette option-là, moi, que je veux essayer d'examiner, c'est-à-dire cette idée, voilà. Les prix vont remonter légèrement. Ça va être un répit, effectivement. On ne sera plus dans une situation catastrophique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre dans cette situation-là ? Bon, en dehors du scénario, si on revient à des scénarios politiques, les élections, etc., bon, d'accord, très bien. Mais admettons. Alors, j'aurais voulu que quelqu'un dise. Moi, Est-ce qu'il y a j'ai une proposé option ? quelque chose d'optimiste, mais bon, personne n'a voulu rebondir dessus. Enfin, d'une élection Parce que anticipée. l'économie est en train de nous envahir. Oui. Dès qu'on parle politique, on nous hurle qu'on ne connaît pas le béaba de l'économie. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous avez une situation où toute l'économie, vous n'arrêtez pas de dire que c'est une économie de rente, c'est-à-dire qu'on fait de l'affectation politique des ressources. C'est une manière, et que la gestion de l'économie algérienne, c'est une affectation des ressources. Aujourd'hui, tu veux la changer, c'est une question politique. Tu vas pas à chaque fois t'aider les variables d'ajustement, bien sûr. Oh, il suffit d'augmenter le pétrole par là et de là. On est faussé. On est dans un débat politique. Que peut-on faire et qu'est-ce qui peut être fait? C'est ça la vraie question. Augmenter l'essence de 5 dinars, en quoi ça change l'ordre Je vais essayer de répondre à cette question. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont sur la table. Il y a des dossiers qui sont très importants, indépendamment de la tenue ou non d'élections au mois de mars ou au mois de juin. Il y a des dossiers qui sont sur la table, qui est un premier dossier qui est la réforme du système de subvention. Il nous coûte 15 milliards de dollars par an. Bon, c'est pas négligeable, 15 milliards de dollars par an. Il y a un début de démarches qui a été adoptée, de mesures qui ont été adoptées dans la loi de finances 2016 avec l'augmentation des prix du carburant. C'est la première fois depuis 15 ans. Certains ministres du gouvernement, en particulier... Je termine là-dessus. Voilà, je termine là-dessus. Un ministre du gouvernement, au moins, en a parlé, a parlé de la mise en place, d'un nouveau système de redistribution qui serait basé sur des transferts directs aux ménages, aux familles. Bon, il dit, d'ici 2 ou 3 ans, on le fait. Il dit, le processus est en marche, il y a un recensement qui est en cours. Bon, c'est là où ça va pas. C'est là où ça colle pas. C'est un des aspects de la réforme. Moi, je voudrais rajouter, je termine une phrase. Au Maroc, c'est le gouvernement Ben Kiran qui s'est attaqué à la casse de compensation. Le gouvernement Ben Kiran, c'est un courant dans la société marocaine qui est devenu majoritaire au Parlement, qui a une légitimité, qui a pu conduire, qui a pu annuler aujourd'hui pour les carburants. Il n'y a pas un centime de dirham qui va vers la compensation. Oui. C'est un gouvernement élu et qui a réussi à construire un consensus. Mais je dis pas le contraire. Tu viens de dire, à mon avis, une énormité. Tu viens de dire qu'il y a un gouvernement comme celui de Sellal qui peut s'attaquer à un chantier de 15 milliards de dollars de subventions sans avoir élargi son consensus politique et sa légitimité. C'est insensé. Mais j'ai pas dit que ce gouvernement pouvait le faire. On peut le faire sans repasser par la casse élection. Premièrement, je conteste le fait que ce soit le gouvernement Ben Kiran au Maroc qui a fait cette réforme du système de subvention. C'est pas vrai. Complètement. Il est au deuxième mandat. C'est lui qui a fait le démantèlement. Je dis la marge qui existait entre le prix de revient et puis le prix de vente du pétrole au Maroc, elle n'a rien à voir avec la marge qui existe en Algérie. Elle n'a absolument rien à voir. Elle est gigantesque en Algérie. Au Maroc, elle était minuscule. Et le gouvernement Ben Kiran, il n'a pas supprimé la subvention. Hassan, je suis obligé de t'arrêter. etc. La caisse de compensation au Maroc, elle existe toujours. On a parlé des mesures comme la mesure qui a été prise d'arrêter le gaz de schiste. On a parlé de suspendre l'exploration. Suspendre pour l'instant, ça risque de durer longtemps, n'empêche, de suspendre l'exploration de gaz de schiste. On a parlé de mesures comme peut-être diminuer le nombre de barils, de la production algérienne. Mais qui va pouvoir le faire? Moi, j'aimerais donner la parole à Abed. C'est quoi la question? Qui peut le faire? Oui, ce que lui pense de la situation. Entre ces deux mesures, il n'y en a aucune qui peut... Écoute, moi je reviens à des fondamentaux qui sont forcément politiques. Techniquement, c'est la même phrase qui revient, celle de Bernachenu dit il y a 10 ans. Techniquement, on sait ce qu'il faut faire. Mais qui va avoir les instruments politiques et la légitimité politique pour le faire?
Voilà, on peut prendre le programme Nebni à 90%, c'est jouable, ce qu'ils disent. On prend un certain nombre d'experts économiques, donc sur quoi insister, quel est la difficulté, ça va être dans le rythme, dans les séquences. Est-ce qu'il faut commencer par là ou par là, ou est-ce qu'on peut aller le plus vite pour ne pas trop perturber la société? Mais ça, c'est technique. C'est qui aura la légitimité politique pour le faire? Ça n'est jamais un débat d'experts. Les experts, on sait ce qu'ils pensent. Et on n'a même pas besoin d'eux. On prend le FMI, les recettes sont connues, les méthodes sont... Même le FMI dit il faut créer le filet social. On connaît tout ça. Même les situations la vraie question, c'est que on a un système politique où le système de la rente, la subvention fait partie du système global. En sortir, ça veut dire qu'on change de régime politique et là, ça se négocie. Soit ce régime chute brutalement par les conflits à venir, parce qu'ils vont venir, soit on organise un consensus, et c'est ça le débat est... Le vrai débat politique en Algérie n'est pas désincarné, il n'est pas en dehors de la vie économique et sociale. Quand on appelle à un consensus politique, ça inclut la dimension économique, parce que aussi il y a d'autres choses. Il faudrait remettre les Algériens au travail, parce que comparativement à ce qui se passe au Maroc, nous ne travaillons pas aussi. Tu vois, je peux dire des choses qu'un libéral peut dire. On ne travaille pas assez, on triche avec le travail, mais il y a un vrai débat politique à mener. C'est un enjeu. Maduro peut le faire, pas Bouteflika, pour terminer. Maduro peut le faire, en parlant de légitimité. Maduro est en train de composer avec une assemblée. Attendez, Maduro est en train de composer avec une assemblée issue des élections, qui n'est pas l'ancienne. Voilà, c'est un pays où il y a la démocratie. Quoi qu'on dise de Chavez, du système de voisin, c'est un pays démocratique. Ce n'est pas le cas chez nous. Moi, je voudrais ajouter une chose. Ça fait quand même 25 ans, moi, que je fréquente Jafar Saïd et Abed Sharif. Ça fait 25 ans qu'ils me disent, au début de chaque réunion et à la fin de chaque réunion, au début de chaque émission, à la fin de chaque émission, on ne peut rien faire en Algérie, dans aucun pays du monde, si on ne fait pas de réforme politique. On peut rien faire, on peut rien faire. Moi, je constate que depuis... C'est votre position. C'est caricatural. C'est votre position. Écoute, moi, je demande à ce te fait au gouvernement. On prend une petite pause. Et on revient tout de suite après. Alors c'est reparti pour la suite. On se sent mieux. Un deuxième round. On a perdu quelqu'un entre-temps, mais bon. Non, sans rancune, Hassan Haddouche reviendra la prochaine fois, on l'espère en tout cas. Abed Sharif est là, donc c'est reparti pour parler cette fois de terrorisme. Voilà un sujet qui est inépuisable et ça a fait en tout cas cette semaine une bonne partie des journaux à la faveur de cette lettre qui a été, enfin pas à la faveur de la lettre, mais à la faveur de la revue El Jaish. La revue El Jaish qui donne ce chiffre, 157 terroristes éliminés, dont 10 chefs, dans le maquis depuis 1994. C'est intéressant, ça effectivement c'est remarquable, les prouesses de l'armée. Et ce qui est remarquable aussi, c'est le motif ou les raisons, l'explication on va dire qui est apportée par la revue Le Jaish qui explique que finalement c'est la restructuration des services de sécurité qui a permis un tel succès. Alors ma question, qu'est-ce qu'on peut bien comprendre par là? Est-ce que vous y voyez des reproches? Est-ce que vous voyez une accusation quelque part? Non, peut-être entre les lignes. Un point de départ, d'abord, quand tu dis que c'est un résultat remarquable, il est remarquable par rapport à quoi? Ces derniers mois Oui, mais c'est une lutte quand même appréciable, non? C'est pas ton avis? Pourquoi remarquable? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu éliminer 1000 terroristes? Est-ce qu'il y en a 1000 dans le Qu'est-ce qui est remarquable? À partir de quel bilan on peut dire que c'est remarquable? C'est le bilan qui est donné par l'armée. Qu'est-ce qu'il vaut sur le plan technique? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. On n'a pas les moyens d'apprécier combien il en reste. À ce rythme-là, on peut espérer une élimination totale du terrorisme quand? Est-ce que c'est envisageable, etc. Donc voilà, c'est juste prendre un peu de distance vis-à-vis de bilans qui sont communiqués petit peu comme vis-à-vis des bilans économiques de celle-là. Peut-être parce qu'effectivement on communique beaucoup au ministère de la Défense depuis quelques mois sur la lutte contre le terrorisme. Oui. Enfin, dans la tournure de Le Jaish, on sent quand même, il y a une
connotation, c'est mieux maintenant. Depuis que Toufik est parti. Voilà. Depuis qu'on s'est mis. Il le dit clairement, le Jaish le dit Voilà. clairement. Donc ça rentre dans la cuisine de la lutte entre Gaël Saleh et du tout TRS des années Toufik. Ouais. Donc Gaël Saleh va laisser entendre, il contrôle la communication, donc on va dire ce que lui voudra qu'on dise, que depuis que l'armée a repris la main sur l'enseignement, depuis que ça s'est restructuré dans ce sens-là, on est plus efficace. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il faudra effectivement avoir d'autres outils d'évaluation. Je note que ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait encore une activité terroriste à ce niveau-là, 16 ans après la concorde civile. Voilà, donc ou 15 ans, 18 ans après la signature de l'armistice, de la trêve le Houdena d'octobre 1997. Ça, c'est par contre un échec, clairement. Tout comme Tign Tourin, qui a été présenté cette semaine comme étant le grand tournant, enfin le grand moment où l'armée algérienne a montré est un échec. La preuve, c'est que la restructuration, c'est l'armée qui le reconnaît, puisqu'elle date la restructuration de 2013. Le début de la restructuration de l'ANP et du renseignement, c'est après Tign Tourin. Donc voilà, donc on est d'accord pour dire que c'est un échec. Juste pour dire, moi je tiens à ma thèse, j'ai toujours soupçonné le DRS d'avoir laissé un foyer d'activité terroriste pour pouvoir continuer à jouer un rôle politique. C'est ce que dit aussi le message Moi, j'ai toujours soupçonné. C'est comme ça que tu le comprends? Je peux comprendre. Peut-être que l'ANP, nouvelle version, donc avec un DRS redimensionné, a une autre attitude vis-à-vis de cette question-là. Peut-être qu'elle considère qu'il faut ratatiner complètement le terrorisme. Et d'où l'insistance sur le fait qu'il y ait des chefs qui datent de 1994. Pourquoi l'espérance de vie moyenne dans les maquis algériens, à l'époque où ça tournait vite, c'était 2 ans. On a des chefs qui étaient au maquis qui sont encore au maquis, qui sont morts seulement en 2015. Ça peut vouloir signifier que la lutte antiterroriste, les aménageait, que le général Hassan qu'on a mis en prison, il n'était pas aussi efficace que ça, ou alors qu'il le faisait exprès. Voilà. Moi, je dirais de manière beaucoup plus simple que le départ du général Toufik Medienne est une bonne chose pour la lutte antiterroriste. Ce n'est pas parce qu'il est bon ou qu'il est mauvais ou ceux qui lui succèdent sont bons ou mauvais. Moi, je crois à l'alternance dans l'absolu, en politique. Je crois dans des situations de ce type. Dans la lutte antiterroriste, il y a différentes écoles, différentes générations qui ont des visions différentes et des méthodes différentes. Et je n'invente rien. Ce qui se passe en politique, ce qui se passe en économie, on apporte les mêmes réponses depuis le rééchelonnement de 1994. Depuis 22 ans, on apporte les mêmes réponses. Ça n'a pas donné. Pour la lutte antiterroriste, c'est en gros Toufik Medienne, des généraux qui ont formé des généraux, qui sont là, qui utilisent les mêmes méthodes. Quel que soit, à mon avis, quels que soient ceux qui prennent la relève, à condition qu'ils soient différents. Tartak, c'est pas différent, c'est ça le problème. On va y arriver. J'y étais. On va y arriver. Tartak, c'est pas très différent de tout faire. S'il y a des gens nouveaux qui apportent des visions nouvelles, des méthodes nouvelles, moi, je pense que ça ne peut être que positif. Saïd, les services de renseignement, autrement dit, Tartag, Bachir Tartag, de nouveau sous la coupe de l'état-major, comme avant, c'est-à-dire comme avant les années 90. D'ailleurs, l'édito le dit, la restructuration a permis l'unification des centres de décision, l'exploitation maximale de l'information, immédiate et rapide. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce moment-là? Qu'est-ce qui est mis en cause? Est-ce que c'est la stratégie des services de renseignement, sa compétence, ou le pouvoir, ces hommes, ou les hommes, justement? Moi, je mets... Cet éditorial arrive 3 ans après Tign Tourin. C'est-à-dire, moi j'ai toujours pensé que Tign Tourin a été un moment très important dans la vie de l'armée et du DRS, c'est-à-dire dans les rapports entre eux. Et à Tign Tourin, c'est un échec de tout le monde, mais peut-être que l'armée en tenue a dit que on est en charge de la défense d'un périmètre hypersensible sans avoir le renseignement. Il était temps de revenir à la situation où l'armée a la maîtrise du renseignement. D'où, moi, ce que je lis très clairement dans l'éditorial del Jaish, cette notion d'unification du centre de décision, d'une exploitation immédiate et rapide du renseignement. Ça veut dire qu'on est en train d'effacer
la période des années 90 où l'autonomie du DRS a été telle qu'il pouvait faire de la rétention de l'information, y compris envers l'armée régulière. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation. Potentiellement, c'est positif. Ce serait encore mieux, plus positif, si l'armée rentrait effectivement dans la Constitution et obéissait au pouvoir politique. Mais en fait, voilà, je voulais enchaîner sur ça. C'est parfait ce que tu dis, parce qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est l'armée qui nous dit que cette nouvelle organisation est meilleure ou que cette méthode est meilleure. Or, l'armée, on oublie, on est dans un pays tel qu'on oublie que l'armée, c'est l'instrument technique pour l'exécution d'une politique. La lutte antiterroriste sur le plan politique doit être pensée par les politiques et l'armée met en œuvre tout ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans ce cas de figure, c'est encore l'armée qui continue à décider, à exécuter, à faire le bilan et à nous dire dans 5 ans, quelqu'un viendra nous dire que Gaïd Salah était out, il a fauté, c'était pas la bonne méthode. Donc, ce sont des schémas d'organisation pour l'économie, pour la politique, pour la lutte antiterroriste, pour la circulation routière. Les schémas sont les mêmes. Nous sommes dans un pays où c'est la police qui a fait le code de la route. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Je voulais juste ajouter, ça me semble quand même important, c'est pas moi le premier qui met toujours les paramètres de l'étranger et des influences internationales sur ce qui se décide en Algérie, mais dans ce cas précis, il faut quand même noter que il est urgent, il n'était pas urgent, il reste urgent et important de reconstruire un discours et un marketing de l'intervention sécuritaire algérienne dans la région. C'est extrêmement important. Le ministre des Affaires étrangères dit que l'Algérie est exportatrice nette de stabilité. Bon, on en rit un petit peu chaque deux week-ends avec les attentats qui se déroulent sous le fait des Mourabitoun qui sont dirigés par Mokhtar Ben Mokhtar ou ses succédanés. C'est une filiale algérienne qui est revenue dans le giron de l'AQMI. L'AQMI a toujours son état-major en Algérie, probablement en Kabylie. Et nous sommes dans une compétition internationale. Les services marocains se sont empressés d'annoncer qu'ils avaient arrêté cette semaine un des acteurs des attentats de Paris. Important, ils l'ont vendu comme étant quelqu'un de très important. Et ils veulent être l'interlocuteur numéro 1 privilégié dans la lutte contre l'évolution de Daesh dans la région. Et les services algériens ont beaucoup perdu ces derniers temps à cause ils étaient l'interlocuteur numéro 1 et ça a reculé. Aujourd'hui, il est important de pouvoir se remettre en configuration de dire nous maîtrisons la situation, nous avons infiltré des groupes, nous pouvons réprimer, nous pouvons. Et peut-être que c'est le début de cette procédure, mais ce n'est pas très sûr, parce que le personnel, c'est toujours le même, et on connaît son manque d'efficacité. Avant de revenir peut-être sur un rôle nouveau que va jouer, parce qu'il y a un contexte, l'armée, un contexte régional, l'armée peut-être hors de ses frontières, on a parlé de Bachir Tertag. Quel est son rôle aujourd'hui? Lui fait partie de l'ancienne équipe dans cette nouvelle organisation. Quelles sont les limites de son pouvoir, de ses actions? Est-ce qu'il fait encore partie des acteurs ou est-ce qu'il fait carrément partie des acteurs de la sécurité aujourd'hui, selon vous? A priori, son rôle ou son maintien, c'était beaucoup plus pour être l'œil vigilant de l'ancienne équipe et donc pour protéger l'ancienne équipe parce qu'il est solidaire de ce qui s'est fait avant en cas de pépin. Est-ce qu'il peut développer une nouvelle vision? C'est possible, c'est toujours possible, mais ça me semble que je reste très sceptique. Les enjeux de l'ancienne équipe sont toujours là. Il faut noter, j'aurais pu le citer dans les faits de la semaine, que malheureusement et en définitive, le tribunal de Nîmes a donné un non-lieu à je prends la responsabilité de dire, 2 criminels de guerre notoires à Relizane, qui ont été poursuivis pendant 12 ans et on a considéré qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments pour faire un procès. Et ça fait partie des enjeux que le général Tertag est amené à traiter, à continuer à gérer. Ce sont les placards des années 90. Qu'est-ce que tu en penses, Saïd? C'est un acteur important dans la sécurité aujourd'hui sous l'aile son parcours quand même, il est passé par la présidence et donc moi j'arrive pas à deviner quel est le rapport
entre lui et ce qu'a été le DRS avant. C'est peut-être pas. Il est là peut-être pour aider à remettre au pas le DRS au profit de l'état-major, parce qu'il est passé par l'état-major et la présidence avant de revenir au DRS. Mais on reste quand même dans ce schéma selon lequel il y a la guerre ouadik, mais en fait, on est dans la même matrice. Ça se passe au cœur de l'armée, donc avec un service ou un autre qui prend le pas à un moment donné de l'histoire, mais fondamentalement, ça reste l'armée. C'est l'armée qui donne le ton, c'est l'armée qui décide, qui définit les priorités de l'antiterrorisme, etc. Donc, ça ne change pas grand-chose. Ce qui ferait peut-être la différence, je ne sais pas, peut-être que la véritable prouesse serait justement d'éliminer Drotkel, d'éliminer... Oui, il faut s'attendre à ce que ça arrive. Absolument, ce serait un moment... Absolument, c'est un peu plus difficile dans le cas de Belmokhtar, mais c'est exactement ce que le pronostic que je voulais prendre, ce serait que de montrer qu'on est rentré dans une nouvelle phase, ce serait d'éliminer un chef terroriste qui est resté à la tête de, entre guillemets, la wilaya 3 du terrorisme, 4 fois plus longtemps que le colonel Amirouche. C'est totalement anormal. Et ça amènerait l'armée, vous pensez maintenant, parce qu'il y a un contexte différent, ça amènerait l'armée à sortir de ses frontières, peut-être cette fois-ci, parce qu'on s'est souvent posé la question de savoir si l'armée pouvait sortir de ses frontières pour aller chercher ces terroristes, et ceux-là sont assez importants à mettre peut-être ça dans un... amènerait surtout à créer une autre légitimité, à justifier le maintien de l'armée au cœur du dispositif politique. Et en fait... c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on passe à un autre système politique, ou, enfin, progressivement, ou là, rapidement, ou là, peu importe, ou là, est-ce qu'il y a des éléments... Si l'armée réussit à éliminer le terrorisme et qu'elle instaure un nouveau président, etc., mais elle qui l'impose et elle l'habille bien, dire-le un beau burnous, c'est reparti pour 20 ans de pouvoir de l'armée. Et donc, est-ce que... Sans la rente, ça va être difficile. C'est gérable, ça peut se faire. Est-ce que, pour en revenir un petit peu à cette lettre, est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est aussi un message pour dire il n'y a plus de guéguerre dans les services de sécurité, entre les services de sécurité? Est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de guéguerre entre les civils et les militaires? Non, la guerre, elle continue de partout. Elle déborde de partout. Elle se poursuit. En fait, il y a des chantiers, il y a des lignes de front qui se sont ouvertes au moment où ça bougeait beaucoup. Donc après Tigane-Tourine, le 4e mandat, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Il y a eu la chute de Khalil quelques temps avant. Il y a eu l'affaire Sonatrach, ça a été jugé cette semaine. Le procès de Sonatrach, c'était une continuation de cette ligne. Cette semaine, est-ce qu'il fallait aller loin dans l'incrimination de Cheikh Ibn Khalil? Mohamed Mziane avait ce problème aujourd'hui. Il a joué sur... Il a dit à un moment donné, Mohamed Mziane, le PDG de Sonatrach, c'est le même sujet, je te rassure. C'est le même sujet. C'est la même. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Mohamed Mziane, dans le procès, il dit le DRS a voulu faire pression sur moi et a exercé un chantage sur moi pour que je dénonce certaines personnalités. Il essaie de faire plaisir à ce qu'il considère comme étant le clan qui a gagné, c'est-à-dire celui de Bouteflika. Dire, moi, c'est eux qui ont voulu aller aussi loin, etc. Donc, une partie du dossier, donc il va protéger Khalil. Une partie du dossier est vide. En même temps, c'est pas sûr que ça le protège. Bien. Dans le domaine de politique pure, l'affaire de c'est toujours la même guerre qui continue. Le fait d'avoir sorti, avec évidemment encore une fois Nahar qui est toujours dans le mauvais rôle, ce dossier sur le témoignage de Zohra Drif. Dégâts collatéraux et Youssef Saadi. Mais c'est Zohra Drif qui est ciblé à cause de son attitude dans les 19. C'est la guerre qui continue, c'est-à-dire ceux qui sont contre et dans les services, ceux qui sont aujourd'hui considérés comme étant mahsoubin à la tawfiq, ils continuent d'être traqués. Voilà. Ça continue. On peut quand même voir la chose sous un angle qui est totalement différent et se dire que ces guerres, aujourd'hui la guerre entre Khaled Nazar et Betchin, quel est l'enjeu? Moi, j'arrive pas à voir des choses importantes derrière tout ça. C'est pas la même. Youssef Saadi et Zohra Drif, j'essaye de chercher. Je me dis que tout ça, on a même un débat sur la Constitution. Il y a des gens qui disent beaucoup de bien de cette Constitution, figurez-vous, sur les radios officielles, la télé officielle, etc. Quand on parle de tout ça, on évite de parler des vrais problèmes qui sont l'organisation de l'économie, la légitimité du pouvoir. On sait pourquoi on n'en parle pas. On organise une vie politique factice qui attire les gens
le feuilleton Khaled Nazar attire beaucoup de gens, beaucoup de monde. Hein, faut pas se tromper, oui, mais indépendamment de ces gens-là qui font plus partie du pouvoir, ceux qui y sont aujourd'hui, ça sous-entend peut-être qu'il y a les civils et la défense. Le civil et la défense, c'est terminé, puisqu'on n'a plus... On n'a plus il n'y a plus de clivage, quoi. Aujourd'hui, il y a plus Médienne, il n'y a plus... oui, voilà. Je vous pose la question, voilà, à essayer de comprendre. Qui a été convaincu par l'état civil de Saïdani. Non, je me demande si l'armée est tout aussi hermétique qu'elle le dit aujourd'hui. En c'est la fait, question en fait, si on reste, si on sort de ces faux animateurs qui, à mon avis, polluent un peu le débat, la vraie question, c'est que aujourd'hui, on nous dit le DRS est mis au pas. La vraie question, est-ce que l'armée va suivre et rentrer dans la Constitution? Oui, parce que l'armée n'est pas dans la Constitution. Elle copte, elle désigne les hommes politiques, les présidents, et les vrais enjeux sont là. Et c'est vrai que ça n'est jamais facile de sortir d'un type de régime, et c'est pour ça que ouvrir de vrais débats, discuter d'une transition, ça reste un enjeu fondamental et central. On essaie de nous faire oublier que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment sortir du régime. Saïdani qui nous menace de ramener un État civil. Ça me rappelle le fameux projet de George Bush qui menaçait le monde arabe d'y introduire la démocratie. Ouais. Faut pas prendre les gens pour des cons. C'est un nouveau pouvoir qui était entre les mains du DRS qui se déplace ailleurs. Mais nous sommes exactement dans le même système. Regardez cette constitution, comment elle a été élaborée et comment elle est proposée et comment elle va être adoptée. Les Algériens n'ont pas droit de regard sur ça. Ça pose une question quand même, parce que je sais qu'on n'a plus trop de temps là maintenant, mais ça pose quand même la question de savoir si l'armée qui a tous les pouvoirs a le droit de quand même continuer à avoir tous les pouvoirs. On sait que... Moi, je regarde beaucoup de films sur les renseignements. Attends, laisse-moi c'est la présidence de la République qui a tous les pouvoirs. Laisse-moi terminer. En parlant de services de renseignement et de la défense, ce sont deux choses distinctes. Il est un petit peu normal que les services de renseignement, à des moments, prennent un petit peu leur recul par rapport à des dossiers importants, par rapport à des choses. On sait qu'ils ne travaillent pas toujours ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui que tout soit... Je pose la question. La présidence a tous les pouvoirs, mais le président est coopté. Et désigné par l'armée. Donc l'équation est fermée. C'est-à-dire le président est une synthèse qu'il est coopté. Tant qu'il n'est pas un homme politique élu par la population, il reste tributaire des gens qui l'ont coopté. C'est ça la question. Et sur la question de la sécurité, je pensais à deux services complètement distincts qui, finalement, aujourd'hui, ne sont qu'un seul. Après, on se demande... De proposer la prochaine étape, dans un schéma idéal, c'est une proposition de l'exécutif proposée à l'Assemblée nationale qui valide ou qui refuse. J'allais te demander, quand tu as dit prochaine étape, j'allais te dire dans quelle constitution. Oui. La nouvelle constitution ne donne strictement aucun rôle au Parlement. Donc, on reste sur le même schéma. Ok. Ben voilà, c'est fini. Cette émission arrive à son terme. Merci de nous avoir prêté attention. Restez-nous fidèles, comme d'habitude. Soyez de plus en plus nombreux. On vous donne rendez-vous jeudi à la même heure. Au revoir.